Toulon, 21h. Juste en face VMA. Ça vient de se produire? Ouais, bac bravo, c'est reçu. Brian, Régis et Manu, policiers de la BAC, sont appelés en urgence. Il vient d'y avoir un vol à main armée dans une supérette sur Saint-Jean-du-Var. Et on n'a pas grand-chose, 2 individus en fuite cagoulés. Donc on va se rapprocher. L'épicerie se situe au cœur d'un quartier populaire, d'ordinaire assez calme. Des membres de police secours sont déjà auprès de la victime, une femme d'une quarantaine d'années. Grâce à son témoignage, les collègues de Brian, Régis et Manu donnent en temps réel à la radio des informations sur les braqueurs. Individus apparemment assez jeunes ont exhibé une arme chacun. Ils ont dérobé toute la recette qui était dans les caisses du magasin qui était en train de fermer. Ils sont partis dans une rue en face. Donc vers Sisson. On est sur le secteur, là, dans la ruelle, a priori, ils ont pris la fuite. Les policiers recherchent les braqueurs armés qui auraient fui dans les rues alentours. Mais le quartier est désert. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas lieu de prendre la fuite par ici. Ils pensent donc faire chou blanc, quand soudain, après 15 minutes de recherche, une berline grise croise leur route. Le mec en noir. Quand même. Ils sont pas jeunes, hein? Ouais, Tu vas c'est voir. la photo. Allez. Là, pour l'instant, elle te dit des jeunes, mais Allez, dans vas-y. l'affolement... Brian, le conducteur, a une intuition. Les 2 individus ne correspondent pas au signalement. Ils ne sont ni jeunes, ni cagoulés, évidemment. Par contre, MF, hein. Ouais. Mais Brian veut croire en son flair. Soir, c'est la police, hein? Sors de la voiture. Tu viens d'où t'es trempé comme ça là? Un de cachés dans les parties génitales. Au même moment, à quelques centaines de mètres dans la supérette, un autre policier interroge la victime. Une chance, la boutique est truffée de caméras de surveillance, 12 au total. Je regarde vite fait ce qu'on voit. La vidéo de l'accueil offre une vue dégagée sur les braqueurs. L'un d'eux ne porte pas de gants et a donc sûrement laissé des empreintes. L'enquêteur transmet une description précise des individus à Brian et Régis. Le second individu est en survêtement noir complet. Il a des baskets blanches. Les suspects portent des habits différents, mais Brian veut faire confiance à son instinct. Je sens bien. Allez, on va voir. On va vérifier tout ça. La voiture des 2 jeunes, en revanche, semble coller avec le témoignage de la commerçante qui s'est faite braquer. Pour le VMA, 2 mecs seraient partis d'une voiture grise, sans autre précision. Ils ont pris la fuite d'abord d'une voiture grise. A priori, c'est bon. Au Non, niveau mais là, du c'est signalement. Avec l'aide d'un officier de police judiciaire, les hommes de la BAC fouillent la berline et vont découvrir des indices compromettants. Tu vois, c'est encore tout humide. Ils viennent de changer, tu le vois, c'est chaud. Tu vois, tu sens c'est tout mouillé, casquette, les baskets. Et le mec, il vient nous dire qu'ils arrivent du bar. Là, après, s'ils ont des calibres, pour l'instant, on n'a pas regardé. C'est bon, c'est ces baskets là. Voilà. Tu vois? C'est bon, c'est ça. Eh, Ouais, c'est bon. la meuf, non, Ouais, c'est ça, ça correspond avec les fringues qu'il y a dans la voiture et tout, les chaussures, hein, c'est bon. Oui, de Bravo, donc on ramène a priori donc, les 2 braqueurs du Smodo au commissariat ainsi que le véhicule. Spécialisés dans le flagrant délit, les policiers de la BAC doivent souvent s'en remettre à leur intuition et à la chance. Cette fois, l'affaire a été bouclée en moins d'1 heure. Ouais, une bagnole qui descend de la rue, là, et puis surtout qui c'était transpirant, et le cœur aussi, c'est ça qui nous a permis de suite de... Et le chauffeur qui a une bonne intuition. Bravo. Les 2 suspects sont emmenés au commissariat central pour être placés en garde à vue. Allez, descends. Auditionnés le soir même, les braqueurs présumés ont depuis été incarcérés. L'un d'eux a avoué, le second nie toujours. Comme souvent à Toulon, ils ont pris d'énormes risques pour un petit butin. Ce soir-là, moins de 500 €. Les gros braquages sur Toulon sont relativement rares. Là, sur le vol à main armée de cette supérette, c'est ce qu'on appelle du braquage de proximité, quoi, hein. Ce sont des individus pas très organisés, des petits commerces à la fermeture, avec des gens sans résistance, où il n'y a pas besoin d'une grosse organisation
pour repasser à l'acte, voilà, hein, une cagoule, une capuche, une arme emballée dans un sac, peut-être même pas des fois pas d'arme du tout, mais on fait croire qu'il y en a une, et pour des petits préjudices. Mais ils s'étaient changés quand même, hein. Ils n'avaient pas gardé. Ouais, ils ont bien eu le temps de se changer. Il y en a même certains qui font exprès de mettre des vêtements un peu particuliers au moment où ils passent au fait. Et après, toi, tu focalises là-dessus. Et puis, bon, c'est facile. Soit ils retournent une veste, ils enlèvent une veste, dessous, ils ont un t-shirt. Et puis, ça change tout, quoi. Quelques jours plus tard, nous sommes retournés voir la propriétaire de la supérette. Elle est toujours hantée par les images du braquage. C'est la première fois qu'elle subit une agression à main armée. Ils avaient un objet foncé dans un sac, genre une arme, maintenant ce que c'est, je sais pas, c'était pas une arme à 2 points. Et donc en fait on a laissé faire. Ils nous ont réclamé d'ouvrir les caisses, de leur donner le contenu des caisses. Pour conjurer le sort, elle a repris le travail dès le lendemain. Mais elle sait que derrière sa caisse, elle est désormais une cible des petits braqueurs. C'est vrai que le lendemain, ça a été difficile hein, de rouvrir le magasin, de compter la caisse, j'ai pas pu. C'est mon mari qui l'a fait. J'ai dit, je peux pas. Parce qu'en fait, on revit l'événement. J'espère que je serai pas amené à le revivre. On est tellement impuissants, parce que de toute façon, ça attaque au petit commerce, parce qu'en fait, c'est l'argent facile. Il y a beaucoup de gens qui règlent avec de l'espèce. C'est pas la grande surface avec les chèques et les cartes bleues. Donc, c'est l'argent facile. Chaque jour à Toulon, ce sont presque 2 vols avec violence qui sont commis contre les petits commerçants ou les passants. La capitale du Var est plus connue pour ses porte-avions, sous-marins nucléaires d'attaque ou frégates. Cet arsenal impressionnant fait de la rade de Toulon la plus grande base de défense française. Un port militaire qui a longtemps valu à la ville une réputation sulfureuse. Mais aujourd'hui, la rade a retrouvé son calme et la ville est réputée pour sa qualité de vie. Désormais, les criminels ne font plus la loi. Mais des poches de délinquance subsistent. Trafic de drogue, vol à l'arraché ou violences urbaines. Fils de pute, fini la tête, ma mère. Pour éradiquer la criminalité et protéger les 550 000 habitants de l'agglomération toulonnaise, le commissariat central et ses 3 unités de police spécialisées qui sillonnent les rues jour et nuit. Top intervention, top intervention. La brigade anticriminalité compte une 20aine de policiers en civil, spécialistes du flagrant délit. Ah, stop. Oh putain, il a pas la main en sang, lui. Ils luttent en priorité contre les trafiquants de cannabis, qui sévissent aussi bien dans les cités que dans la vieille ville. Couche-toi. Interpellé. Il manque le deuxième. La centaine de membres de police secours luttent, eux, contre les incivilités et la délinquance quotidienne, comme les délits de fuite, qui sont très fréquents à Toulon. Ils nous ont percutés à l'avant, ils ont pris la fuite. La BST, brigade spécialisée de terrain, est elle spécifiquement conçue pour intervenir dans les cités les plus difficiles. Ces policiers connaissent par cœur les zones les plus piégeuses de la ville. On n'est pas les bienvenus, quoi, voilà. Pendant 1 an, nous avons suivi sur le terrain ces hommes et ces femmes qui ont choisi de prendre tous les risques pour préserver le calme à Toulon. Au cœur de la ville, le commissariat central. Le QG des policiers toulonnais, où sont regroupées toutes les unités. Comme chaque matin, les policiers de la BAC se préparent à partir en patrouille. Bon, allez, on y va. Manu et Brian font équipe depuis 5 ans. Manu, brigadier chef, 40 ans, sait garder son sang-froid et son sens de l'analyse, même dans les moments les plus critiques. Brian, sous-brigadier, 35 ans, est le pilote de l'équipage. Il est connu pour son fort caractère. Il ne lâche jamais une affaire. Ensemble, ils patrouillent plus de 8 heures par jour. Leur cible prioritaire, les trafiquants de drogue. Car à Toulon,
La majorité des délits est liée aux stupéfiants. Les points de deal sont disséminés partout dans la ville, jusque dans le centre historique. Maintenant, on fait des deals de rue un peu partout à Toulon. Là, sur l'avenue, il y a... Allez, tu fais 2 km, il y a 15 points de vente, grosso modo. Hein. Donc, tu vois, c'est énorme. Hein. Voilà, chacun fait son business. Les grosses cités, elles distribuent aux petits points de vente. Donc tout le monde est gagnant, quoi. Sauf qu'eux, ils viennent acheter 1 ou 2 kilos pour revendre dans un petit point de vente, etc. Donc les grosses cités sont gagnantes et puis les petits vendeurs, ils font aussi leur beurre, quoi. Hein. Voilà. À la tête de ces réseaux, des trafiquants principalement implantés dans les cités de l'ouest de la ville. Leur business, très lucratif, répond à une organisation millimétrée. Ici, c'est une cité qu'on connaît bien pour le trafic de stupéfiants. Les rares individus qu'on voit traîner ici, c'est qu'ils sont là pour ça, quoi. Trafiquants et policiers connaissent parfaitement leurs habitudes mutuelles. Toutes les entrées possibles de la cité, ils les surveillent pour être sûr que si on pointe le bout du nez, ils puissent prévenir. Bon, là, on ne sait pas où ils sont, les guetteurs. Ils sont un peu cachés. Là, t'en avais 2 à Capuge. Voilà, c'est parti. Postés au pied des immeubles, les guetteurs sont chargés de repérer les policiers. Quelques cris suffisent pour signaler leur présence aux trafiquants, qui disparaissent aussitôt. C'est compliqué de démanteler des trafics comme ça parce que ce sont des trafics qui se situent au cœur de la cité. Dans les cages escaliers en général où on a du mal à accéder, où les vendeurs ont des points de repli. En général, des fois quand on rentre dans les immeubles, le vendeur est déjà caché quelque part et on arrive souvent trop tard. Depuis quelques semaines, Brian et Manu ont ciblé une cité du nord-ouest de Toulon, la Florane, une résidence d'une 40aine de bâtiments, a priori paisibles. Jusqu'ici, les dealers, très organisés, échappent aux policiers. Ici, c'est pas une cité spécialement à problème, hein. C'est une cité HLM, mais comme tu peux voir, c'est des petits bâtiments, c'est pas des grands ensembles, et pourtant il y a du trafic. Alors, le point de vente est situé à droite, juste avant le tabac. Dès l'instant où il y a un point de vente de produits stupéfiants, ça crée des nuisances. Hein. Le trafic de stupes, c'est une entreprise. Hein. Il y a un patron, il y a des ouvriers, chacun a son salaire, c'est un vrai business. On a identifié depuis un petit moment le trafic, on sait à peu près qui fait quoi. On a compris l'organisation. Donc là, d'ici quelques heures, d'ici la fin de journée, dès qu'il fait noir, on va tenter l'interpellation du vendeur dans le hall de l'immeuble. 1 heure plus tard, au commissariat central, le major Chour est le chef des BAC. Il a réuni Manu, Brian et 10 autres policiers. Il se prépare à intervenir à la tombée de la nuit, au cœur de la Florane. L'objectif, vous rentrez une cage d'escalier, une rampe à 2 niveaux, un palier et l'appartement il est là. Une opération coup de poing pour surprendre les trafiquants de drogue en flagrant délit. Lorsqu'on arrive à avoir des renseignements précis sur la position du vendeur, s'il est bien à l'endroit prévu, le signalement, la tenue vestimentaire, si ça corrobore, au top intervention, boum, on y va. Maintenant, si ça monte dans les étages, les gars, il faudra courir vite, très vite, pour pouvoir les attraper. Brian et Manu ont repéré la cible prioritaire, un revendeur très actif depuis plusieurs semaines. Ils veulent l'interpeller avec la plus grosse quantité de drogue possible sur lui. On a ciblé le vendeur, on sait où il va, on sait où il travaille, on connaît son mode opératoire. Le but est d'arriver avec la plus grande discrétion sur place, essayer de les surprendre. Mais voilà, donc rien n'est acquis au départ. Les policiers s'équipent pour parer à toute éventualité. Ils savent que certains trafiquants peuvent être armés et prêts à tout pour échapper aux forces de l'ordre. C'est un flashball. C'est assez dissuasif. Donc on vérifie le bon fonctionnement. C'est le lanceur 40-46. C'est très puissant avec une balle au bout. En général, point visé, point touché. Hein. Oui. Voilà, il y a très peu de déchets avec cette arme-là. Hein. Donc ça, c'est une belle arme. Allez, on y va. Les équipes partent rejoindre la Florane, dans le nord-ouest de la ville. Les véhicules banalisés se positionnent pour encercler la cité. La difficulté, c'est de coordonner tout le monde, en fait. Dès l'instant où on est 4 ou 5 équipages un peu séparés, le plus dur, c'est de se coordonner pour intervenir à peu près tous dans le même tempo, quoi.
Manu et son équipe sont en planque dans une ruelle du quartier pavillonnaire qui borde la cité. Première étape de l'opération, interpeller les acheteurs de cannabis pour que le dossier contre les dealers soit le plus solide possible. Nous sommes samedi soir, les policiers ne vont pas attendre bien longtemps. Il y a l'individu qui a pris contact avec le supposé vendeur. Il a un pantalon de survêtement noir et il arrive sur le bas de la cité. Vas-y. Et il va partir sur la rue David, donc Manu, ça sera le coudron. L'acheteur, c'est ce jeune homme en scooter. À la vue des policiers, il accélère pour tenter d'échapper au contrôle. Oh, stop! Quoi? Comment ça, quoi? Alors, petit contrôle de police. Pas de couteau, pas de produits stupéfiants? Non, j'ai rien. D'accord, Voilà. je vais vérifier. Ben, Je vais vérifie. vérifier. Vas-y, vérifie. On se vous voit, s'il vous plaît. J'ai fait quoi déjà pour me contrôler? Il n'y a pas de lumière derrière, on commence déjà par là. Le jeune homme est sorti il y a quelques jours de prison. Il nie farouchement avoir acheté du cannabis. Manu le soupçonne de s'en être débarrassé en apercevant les policiers. C'est négatif. A priori, la personne qu'on vient de contrôler est allée se servir en produit stupéfiant là où nous surveillons. Le problème, c'est qu'il n'est pas coopératif du tout et que le produit stupéfiant, on ne le trouve pas sur lui. Donc on le laissera partir. Mais le business marche à plein régime dans la cité. Quelques instants plus tard, les policiers ont repéré un nouvel acheteur. Bonjour madame, c'est la police. Cette fois-ci, il s'agit d'une étudiante. Vous avez quoi? J'ai acheté 30 €. D'accord. Et donc il y a 20 € de weed et 20 € de shit. Bah, vous nous les sortez, vous les mettez sur la selle du scooter? Voilà. D'accord. Apparemment impressionnée par le contrôle, elle va s'avérer très coopérative. C'est un jeune, hein. C'est un petit jeune. Voilà, c'est Un petit jeune, qu'est-ce que vous entendez par petit jeune? Il est pas majeur. Ou 17, de- 18. ouais. Peut-être même un peu moins 16. Et le produit, il l'avait sur lui ou pas? Non. Il en avait une partie sur lui et l'autre partie dans un buisson. D'accord. Et ces buissons, ils se trouvent où à peu près? Dans la deuxième allée. Oui. De leur côté, les autres équipes ont elles aussi intercepté des acheteurs. Les policiers disposent de suffisamment d'informations pour passer à la deuxième phase de l'opération, interpeller les dealers. C'est reçu pour Manu, on décolle. De Manu, je rentre dans l'arrière de la Florane. Tous les effectifs convergent vers le bâtiment où ont été vus les deux trafiquants présumés. J'arrive sur l'arrière du bâtiment, j'arrive à 50 mètres du passage. T'as une radio, Yo-Yo? On reste ensemble, hein? Bon, de toute façon, forcément, ça va courir. Hein. Voilà, je suis au passage. Les guetteurs donnent le signal. Stop intervention, stop intervention. Ça part vers le bâtiment. Mais cette fois, les policiers ont un temps d'avance. Ils ne sont qu'à une cinquantaine de mètres des deux suspects. Couche-toi, couche-toi, couche-toi! Interpellé, interpellé. L'un d'eux n'a même pas eu le temps de s'enfuir. Lève-toi, vas-y. Attends, je le palpe, Attends, je regarde d'abord. Derrière, c'est bon, il a rien. Attends, je regarde. Il manque le deuxième. Tiens-le, JP. Le deuxième a lui disparu vers les tours voisines. Mais une autre équipe l'a repéré à seulement quelques blocs. Ouais, de Manu, l'individu est interpellé là. Ça vient juste de crier à l'entrée, l'individu est interpellé. Bon, il a tenté de fuir, mais bon, on l'a rattrapé. Après, il y en a d'autres qui ont couru. Souvent, ceux qui courent, c'est aussi souvent des leurs ou des individus qui font le guetteur. Donc, même s'ils n'ont pas participé directement à la vente, ils font partie un peu du trafic. Les équipes de la BAC ont interpellé une dizaine de jeunes. Tous ont déjà été arrêtés pour trafic de stupéfiants. Tiens, tu te lèves? Lève-toi. Mais cette fois, aucun n'a de drogue sur lui. Les policiers doivent absolument retrouver le cannabis. Sinon, l'opération n'aura servi à rien. Le produit serait peut-être caché sur l'arrière des bâtiments ici, soit dans les fourrés ou enfin, aux abords immédiats. Donc voilà, on a un chien spécialisé stup. Vas-y, mon gros. Il fait nuit noire. La réussite de l'opération repose uniquement sur l'odorat du berger allemand. Et après 3 minutes de recherche, sous un arbuste, Voilà, on a le produit stupéfiant. Des sachets d'herbe, des morceaux de résine de cannabis. en tout, presque 1 000 € de produits. Une prise importante qui corrobore les témoignages des acheteurs. Les preuves sont suffisantes pour placer les dealers présumés en garde à vue.
19h15, tu es en garde à vue. Tu veux faire prévenir quelqu'un de ta famille? Oui, ma mère, t'as un numéro? On a attrapé quand même l'auteur principal, on a mis un coup de pied dans la fourmilière. Ça montre une présence policière, ça montre la préoccupation que l'on a à lutter contre les petits trafiquants. À Toulon, pour casser l'organisation des trafiquants, les policiers de la BAC ne se contentent pas d'enquêter ou de traquer les flagrants délits. Sur le port, pourtant, le calme règne. Les marins-pêcheurs se préparent à partir en mer. Sur les quais, les habitants profitent, eux, de la douceur hivernale du sud. Mais à quelques mètres, au commissariat central, le QG de la BAC, l'ambiance est bien différente. Manu est suspendu à son téléphone. Vas-y, dis-moi. Presque tous les jours, il reçoit des informations grâce à ses indices. Régulièrement, il y a des individus qui nous donnent certains tuyaux et forcément, ça aide régulièrement à résoudre pas mal d'affaires. C'est varié, hein, ça va des fois, ils nous donnent un prénom, un nom, un lieu. Un bon indice, c'est que les informations qu'il a pu nous donner par le passé se sont avérées vraies. Et puis après, on ne fait jamais confiance à 100%, hein, donc tout ce qu'on nous dit, on vérifie. Et puis c'est toujours à prendre avec des pincettes, hein, malgré tout. Il y a quelques minutes, Manu a reçu un SMS d'un indique qu'il estime très fiable. Le policier le rappelle immédiatement et il va recevoir une information de première importance. Bon ben on se bouge, on y va. Ça va, ok. Ça va, je te rappelle. Donc là, on vient d'avoir un appel, un type qui nous informe qu'a priori, 2 gars qui reviennent de Marseille à bord d'une Golf noire à la tombée de la nuit. Ils seraient partis chercher 1 ou 2 kilos de résine de cannabis pour leur petit business du centre-ville. Donc on se dépêche, on va aller se poster à la sortie de l'autoroute. Bon. Le cannabis se vend moins cher à Marseille. Alors pour faire plus de bénéfices, de nombreux trafiquants toulonnais multiplient les allers-retours vers la cité phocéenne. Un manège que Brian connaît parfaitement. Non, il y a beaucoup de Toulonnais qui viennent se fournir dans les cités marseillaises pour après revendre sur l'aire toulonnaise. Pour eux, c'est rapide. On est à 60 km de Marseille. En 2 heures, ils ont fait un aller-retour à Marseille et ils ont leurs produits prêts à vendre. Il voit que son pote, il fait 5-6 000 euros par jour. Il se dit, ah non, pourquoi pas moi, quoi. La plus grosse cité, elle tourne à 12 000 euros par jour. Nous, on est là pour leur montrer qu'ils ne peuvent pas s'implanter comme ça, en toute impunité, sans pouvoir être interpellés par la police. Pour augmenter leurs chances d'intercepter la voiture suspecte, Brian et Manu cherchent le meilleur point de vue sur la circulation. Voilà, Manu. Ouais. Ça pense. Ouais. Donc on va se positionner à l'entrée de Toulon. On choisit un axe. Le plus passant, c'est la sortie de l'autoroute. Et puis on espère devoir passer le véhicule. Grâce à leur indique, Manu et Brian viennent de recevoir une autre information capitale. La plaque d'immatriculation de la Golf. Seul problème, les policiers savent que les trafiquants pourraient opter pour un chemin plus discret que l'autoroute. Ouais. Mais après 45 minutes d'attente, Manu et Brian repèrent une voiture suspecte. Il y a une Golf, faut qu'on vérifie. J'ai pas vu ce qu'il y avait dedans. 2 mecs. Il m'a dit qu'ils sont 2. Au démarrage, un cycliste surgit et leur coupe la route. Seulement quelques secondes de perdu, mais largement assez pour permettre à la Golf de disparaître dans la circulation. Merci Niman. Ouais, YF. J'ai pas vu, ils sont partis. Ah putain. Sans gyrophare pour éviter d'être repérés, les policiers subissent le trafic. Prends à droite. Ah non, c'est bouché, c'est bouché. Prends à droite là. Elle est pas là? Non, elle est pas là. Attends. Elle est pas là, t'es sûr, Manu? Non, elle est pas là. Manu et Brian veulent suivre les dealers pour connaître le point de livraison de la drogue. Mais d'abord, il faut les retrouver. Putain. Je la vois pas de l'autre côté. Ah, elle avait pas tant d'avance que ça quand même. Oui, c'est pas possible. On a vu passer un véhicule qui aurait pu correspondre, mais le flot de circulation, ça nous a un peu bloqué. Et vu la circulation super dense à l'entrée de Toulon, on l'a vite perdu de vue et là, on sait pas trop où il est. Enfin, on sait même pas du tout où il est. Au milieu des véhicules des Toulonnais qui rentrent du travail, les trafiquants sont parvenus à fausser compagnie aux policiers.
Mais Brian et Manu ne vont pas abandonner pour autant. Avec d'autres collègues, ils vont quadriller la ville toute la nuit pour retrouver la voiture des dealers. Des efforts qui vont payer. Le lendemain, une autre équipe de la BAC a repéré la Golf, garée aux abords de cette ruelle du centre-ville. Après avoir fouillé tous les immeubles, Brian et Manu ont découvert dans l'un d'eux une trappe. Dissimulée à l'intérieur, ce sac rempli de drogue, déposé par les trafiquants. Donc voilà, c'est conditionné en plaquettes de 100 grammes. Donc en théorie, il y a 1,5 kg. Voilà. Un rebondissement inespéré pour Manu qui a désormais un temps d'avance. Son plan est simple. Lui et un de ses collègues vont planquer dans la trappe et attendre que le destinataire du colis vienne récupérer sa livraison. Dehors, deux équipes de la BAC sont positionnées de chaque côté de la ruelle, prêtes à intervenir. L'une dans un véhicule, l'autre dans un bâtiment public, vacant le week-end. De sa fenêtre, Brian a une vue imprenable pour surveiller les allées et venues dans la ruelle. Jean, doudoune noir avec une capuche, sacoche. On ne devrait pas le rater. Le mec, on a sa description. Donc si on le voit rentrer dans la rue, déjà on pourra s'avancer pour porter assistance aux collègues rapidement. C'est aléatoire. Hein. Le risque qu'on a, c'est qu'il fasse machine arrière au moment où il ouvre la trappe et en voyant les collègues et repartir en courant dans la rue. Il faut que le mec vienne. Maintenant, c'est une autre histoire. Ça peut être très long. Pendant près de 2 heures, la ruelle va rester quasiment déserte. Quand soudain la deuxième équipe en planque signale à Brian, un jeune correspondant au signalement. Tu répètes exactement, ils sont 5 rues. Non, 5 rues. L'individu est repéré et on le surveille. Donc il n'y a plus qu'à attendre qu'il se pointe à l'endroit où sont planqués les produits stupéfiants. 5 minutes plus tard, le suspect passe juste devant la fenêtre, puis pénètre dans l'immeuble. Ouais, c'est top. Brian et ses collègues quittent leur planque pour rejoindre au plus vite Manu, toujours caché dans la trappe. Il a la sacoche pleine et l'autre aussi. Ouais. À leur arrivée dans le hall, l'autre équipe a déjà interpellé le trafiquant. Il a à peine 17 ans. Dans sa sacoche, un sachet plein de cannabis. On va y aller, on va prévenir ta mère, t'inquiète. Les policiers sont satisfaits. Leur piège a parfaitement fonctionné. Ils ont pris le suspect en flagrant délit. En partie grâce à Manu et à son collègue, qui ont passé près de 4 heures derrière cette trappe. Voilà, donc le produit était caché ici, sous les escaliers. On savait qu'il cachait le stock de produits stupéfiants à cet endroit-là. Il a fini par venir. Il a ouvert la cachette qui était là où on était nous cachés et il a attrapé le sac. Donc au moment où il attrape le sac, on l'interpelle. Et en plus, il a déjà du cannabis sur lui. Il a environ 1 000 € de cannabis déjà sur lui. Peut-être qu'il venait caché en plus. Il n'a opposé aucune résistance. Monsieur, il est 18h15, vous êtes en garde à vue. Est-ce que tu veux un avocat? Oui, donc il veut un avocat. Avocat, ok. Est-ce que tu comprends bien ta famille? Oui. Et sa famille va être prévenue seulement quelques minutes plus tard. Allez madame, ouvrez, c'est la police, ou sinon on enfonce la porte. Car le jeune trafiquant présumé habite juste à côté. Bonjour madame, c'est votre gamin? Il est 18h25 madame, on va démarrer une perquisition. Nous sommes en flagrance et nous recherchons des produits stupéfiants. Les policiers veulent s'assurer que le suspect n'a pas caché de drogue chez lui. Oh putain. Qu'est-ce que ça sent? Ça sent la résine de cannabis. Ils ne trouveront rien dans sa chambre, mais leur dossier est suffisant pour placer le mineur en garde à vue. Ça a fonctionné comme on voulait, donc c'est positif pour nous. Vous avez eu raison d'être patient. Ouais, d'être patient, ouais. Mais la patience, dans notre métier, on est obligé. Voilà, donc ça a payé. Ciao, je me suis dit, tu vas plus me voir, tu vas pas me faire. C'est pas ma faute. Ah non. Le jeune homme quitte l'appartement en pleurs. Âgé de plus de 16 ans, il sait qu'il risque la même peine de prison qu'un adulte pour ce trafic de stupéfiants. Plusieurs années d'incarcération. Mais souvent, les petits dealers arrêtés par Brian sont encore plus jeunes.
il se rend compte qu'il a été pris quand même s'il est mineur, avec une grosse quantité de produits stupéfiants. On fait pas ça tous les jours, hein, 1,5 kg. Hein. Pour lui, il sait qu'il va au moins être incarcéré dans des prisons pour mineurs. De toute façon, c'est quasi que des mineurs qui sont à la base des trafics de stupéfiants. Ceux qui dirigent les réseaux, ils sont conscients qu'ils ne risquent pas grand-chose en étant mineurs, donc ils se servent de ces mineurs pour vendre ou faire les guetteurs. En 2012, à Toulon, les hommes de la BAC ont résolu une centaine d'affaires liées aux stupéfiants. S'ils partagent le quotidien des délinquants, à leur côté dans la ville, d'autres policiers sont eux plus proches des victimes. Basés comme la BAC au commissariat central de Toulon, les hommes et les femmes de police secours reçoivent plus de 200 appels chaque jour. Ouais, vous roulez un peu vite. Bagarres, violences conjugales, accidents de la route, ces policiers sont souvent les premiers sur place pour prendre en charge les victimes. Vous étiez en train de traverser? Ouais. Et il vous a touché avec la voiture? Ouais. J'ai parti longtemps. Calmez-vous. Policiers de proximité, ils doivent gérer chaque jour la violence des prévenus. La tête ma mère, j'ai un fils de pute fini, la tête ma mère, j'ai confiance à des fils de pute. C'est pas en t'énervant que tu sortiras plus vite. Les petits délits font aussi partie de leur quotidien. Il y a un accident, il s'est compris dans le contrat d'assurance, ils vont vous remorquer. Greg, 36 ans, est né à Toulon. Policier depuis plus de 10 ans, il n'envisage pas son travail sans sa dimension sociale. Vous avez le numéro police qui est là, on est au service des gens, donc c'est un service public avant tout. La dame est un peu âgée, on donne un coup de main aux deux parties. On a pris 10 minutes pour l'expliquer, bon, ça va. La patience et le sang-froid, des qualités indispensables pour les équipes de police secours. Mais aujourd'hui, un événement va mettre leur nerf à rude épreuve. Scooter, 50 cm3 débridés, motocross et quad. Depuis quelques années, ces véhicules envahissent les rues et trottoirs de Toulon. Au guidon, des jeunes qui prennent des risques inconsidérés pour frimer souvent, parfois pour échapper aux forces de l'ordre. Greg est confronté quotidiennement à ce problème. Évidemment, ils font n'importe quoi avec. Pas de casque, pas d'assurance. Ils se permettent de faire des infractions du code de la route impunément. On essaie de faire cesser l'infraction, d'intervenir. On met le gyro, on leur montre notre présence, on dit voilà, on veut procéder au contrôle, jeune, arrête-toi. Ben non, il s'arrête pas le jeune. Hein. Tout de suite, hop, il accélère, il grille des feux. Ils prennent des risques inconsidérés. Alors pour eux, à la rigueur, je dirais qu'on s'en moque un petit peu, même si c'est pas, ils ont pris leur choix. Mais quand c'est des pauvres gens qui marchent sur les trottoirs, qui attendent des arrêts de bus, parce qu'ils peuvent perdre le contrôle à n'importe quel moment, là c'est encore un autre problème. Hein. Et après quelques minutes de patrouille, Greg aperçoit justement 2 individus sans casque sur un quad. Il veut les contrôler, mais le quad accélère. Greg perd de vue les fuyards quand soudain, à une intersection, ils surgissent de nulle part. Il nous a percutés! Pour Greg, il s'agit d'une agression délibérée contre les forces de police. Il ne peut pas la laisser impunie, il appelle toutes les unités en renfort. Tu reprends ton calme. Le quad, il est bleu, c'est ça? Ouais, bleu. Le conducteur, c'est un gros. C'est un gros. Il a une capuche bleue. Ils nous ont percutés à l'avant, ils ont pris la fuite. Ils descendent. Pour semer les policiers, le quad emprunte des rues étroites, à très vive allure. Ils prennent des risques inconsidérés. Ils peuvent tuer une pauvre maman avec ses gamins à la vitesse qui roule. Et ils n'ont aucun scrupule. Le quad gagne du terrain. Direction à Beaucaire. Là, on le lâche. Il change en permanence de direction pour brouiller les pistes. Mais Greg connaît sa ville par cœur. Beaucaire, Beaucaire. Beaucaire, direction Beaucaire. Il prend à droite. Beaucaire par l'école primaire. Beaucaire par l'école primaire. Après quelques minutes, Greg se rapproche du quad. Il espère le coincer dans l'une des artères principales. Florane. Direction Florane. Ils partent à la Florane. Ils passent devant le skatepark. À ligne droite, je vais le prendre. Ligne droite, je le prends. Putain, des veaux, on a des veaux. Mais sa voiture manque de puissance. Je comprends pas. Il a dû prendre dans le terre-plein, là. Ouais, Florane, on est à Florane. On est à la Florane, on le voit plus. Il nous a baisé dans la Florane. Dans le terre-plein, dis-lui dans le terre-plein. Dans le terre-plein de la Florane, il nous a baisé là.
Il est pas loin, il est pas loin. Trouve-moi-le. Regarde. Le conducteur a disparu dans le quartier de la Florane. Greg continue sa traque au cœur de la cité. Ici, on va prendre plein de trucs. Ouais, on arrive à VT 900. Voilà. On se fait caillasser, on jette des objets de la tour, on va essayer de partir. Voilà aussi. À la Florane, les équipages isolés sont toujours pris pour cible. Alors Greg réclame de l'aide. En quelques minutes, toutes les unités en patrouille aux abords de la cité répondent à l'appel. Au total, 3 véhicules de police secours, une équipe de la BST et une de la BAC. Il nous a arraché l'avant. Il nous a percuté, il nous a tout arraché. Faut me le trouver, hein. Tu me le trouves. Et que ça reste pas impuni, hein. Avec un tel déploiement, le conducteur du quad qui a arraché l'avant du véhicule de Greg a peu de chances de s'en sortir. La chance qu'on a, nous, ici à Toulon, par rapport à des grandes villes comme Paris, Marseille ou Lyon, ici, on est solidaires et on va tous le chercher. Et je vous garantis qu'actuellement, ils sont en train de graviter autour de cet endroit pour pouvoir le retrouver. Et on le retrouvera. Greg a du mal à digérer l'agression, mais il repart en mission. Et très vite, il repère un motocycliste qui roule sans casque. C'est un mec connu dans le service. Malgré la sirène des policiers, le conducteur ne daigne pas ralentir. Ouvre la porte, ouvre la porte, ouvre la porte, ouvre la porte. Hé, t'attends quoi pour t'arrêter là? Vas-y, parce qu'elle pas ça. Non. Le scooter, tu veux quoi? Allez, c'est bon. Arrête le scooter. Je m'en fous, on te demande de t'arrêter. Tu vas attendre combien de temps pour t'arrêter si on fout? Giro, je me suis arrêté, tu veux quoi? On va voir ça. Greg réalise qu'il est sur les nerfs, mais il va vite se reprendre. Écoute-moi bien, je vais te laisser repartir. Et s'il y a quoi que ce soit, je te reconvoque. De toute façon, on te connaît comme le loup blanc, grand. Mais quoi que ce soit, de quoi? Quoi que ce soit, je sais pas, j'ai pas le temps de traiter, je suis sur autre chose. On est d'accord? Ça va, ça va. Ça va. Oui, c'est l'adrénaline, on n'arrive pas à redescendre. C'est difficile de redescendre après un truc comme ça. Mais on va faire tout ce qu'il faut pour redescendre rapidement. Greg reprend sa patrouille. Et quelques minutes plus tard, une fois calmé, il a un flash. On va choper celui d'hier, le conducteur, il va me donner son nom parce que je ne me rappelle plus. Il se rappelle avoir déjà croisé la route du conducteur du quad. Pas plus tard que la veille au soir, lors d'un banal contrôle d'identité. Il faut que je me rappelle comment il s'appelle, le mec qu'on a fait hier. Ouais, hier on l'a contrôlé, hein. C'est lui, c'est le conducteur. Il a un sweat bleu, il est en jogging, et il est vraiment costaud, hein. C'est 120 kilos, 1m80, il est grand, un rugbyman quoi. La description de Greg correspond à celle d'un individu connu des services de police. En milieu de soirée, le travail de l'ensemble des unités mises en alerte va payer. Le suspect est arrêté par une autre équipe de police secours. Il est ramené au commissariat central pour que Greg l'identifie. Bingo, c'est lui. Oui, c'est lui. C'est lui, ouais, c'est lui. Ouais. Bah, il correspond. Hein, on l'a contrôlé hier soir et puis bon, bah là, il n'y a pas de doute. Hein. L'homme est reconnu par les 3 policiers. Pourtant, il clame son innocence. J'ai rien à me reprocher, madame. Je vous dis la vérité, je suis serein. Un père de famille comme vous. Ben, il a rien fait hein, sur les premières constatations, mais c'est pas grave, c'est lui. En plus, la même tenue qu'hier, on le reconnaît formellement. On peut pas se tromper, c'est impossible. L'homme maintient sa version et commence même à devenir agressif. Je parle pas avec mes mains. Mais après, madame, je vous dis la vérité. Là, aujourd'hui, c'est vous dites oui, c'est lui. J'ai rien compris, je n'ai jamais de la vie, je l'ai vu, madame. Vous me parlez de moi, oui, c'est moi, je comprends rien. Mais dans les fichiers du commissariat, Greg a découvert un élément qui va renforcer sa conviction. Il a comme par hasard un quad. Pareil, bleu, 700 cm3, ce qui correspond tout à fait à ça. On a une bleu, oui. On a une immatriculation partielle, on va aller voir ça. On va voir si c'est le sien, on va voir s'il a bougé, on va vérifier. Le suspect avoue bien être propriétaire d'un quad bleu, mais nie toujours être impliqué dans l'accident. Son véhicule serait garé sagement sur son parking. S'il est endommagé, Greg aura une preuve irréfutable. Mais au pied de l'immeuble, une mauvaise surprise attend les policiers. Bonjour mesdames. Il y a un quad qui est ici d'habitude garé? Oui. Un gros quad bleu? Ouais. Et le quad il est garé devant d'habitude, là? Là, vous êtes où? Le quad de l'individu a disparu et avec lui,
les éventuelles preuves de sa culpabilité. Bon, ben il n'y a plus de quad, hein, tu peux lui dire. Le quad, il y est pas. Allez, on ramène ça. Pour Greg, cette disparition n'est pas un hasard. Ça, c'est la chaîne de sécurité qui devait sûrement relier le quad à ce lampadaire. On voit que tout est en seul morceau. Il n'y a pas de trace de pesée, ni avec une pince, rien. Ni la serrure est abîmée. Donc, pour l'enlever, il faut avoir la clé, hein, c'est logique. Et avec des chances, il va nous dire qu'on lui a volé son scooter, son quad 700, bien sûr. Comme par hasard, c'est un 700. C'est un bleu, il a tout pareil. Et lui, il va nous dire qu'on lui a volé. Ils sont de plus en plus malins. Greg est persuadé que le propriétaire du quad est bien le conducteur qui l'a percuté. Il pense que le suspect a simulé le vol de son véhicule pour se disculper. Au commissariat, pour tester le suspect, Greg lui annonce que le quad a disparu. Il n'y a plus de quad, grand? Il reste plus que ça. Quoi, monsieur, arrêtez de délirer. Il reste plus que ça. C'est pas ta chaîne de quad, ça? Eh bien ouais, c'est ma chaîne de quad. Eh ben, il n'y a plus rien. Comment il n'y a plus rien, monsieur? Pour de banque, déclarez volé maintenant. Évidemment, bien sûr que tu vas le déclarer volé, mais il n'y a plus. Comment il n'y a plus rien? Mon quad, c'est ma chaîne, monsieur. Il n'y a pas de quad. Je fais comment alors, là, moi? C'est pour ça que je viens de te les présenter. Ça, c'est à toi. Je vais devenir fou, je vais tirer alors. C'est tout ce qui reste, mon grand. Ça, c'est ton quad. Quartier de bâtard, la tête de ma mère. La tête de ma mère, c'est le travail. La vie de ma mère, c'est le travail, c'est fils de pute. C'est la tienne. Et c'est ma chienne. Le travail, elle n'est pas cassée, voilà. Le vol présumé de son quad rend l'individu foudrage, mais pas de quoi convaincre Greg de son innocence. La tête de ma mère, je vais les violer, ces fils de pute. La tête de ma mère, voilà. C'est un grand acteur, hein. Il dit qu'on lui a volé son quad, que c'est tous des méchants, que c'est une cité de merde. Un bâtard, il est capable de s'acheter un quad, ces fils de pute. De toute façon, ça finit comme ça, quoi. Ils se couvrent comme ça, ils disent qu'on leur a volé le quad, on prend la chaîne, elle est même pas abîmée, donc il faudra justifier. Mais mon officier a dit que c'est lui qui va s'occuper de tout ça maintenant. Le suspect est placé en garde à vue. Greg passe le relais à un officier de police judiciaire qui ouvre une enquête pour déterminer si l'individu est bien coupable. Au palais de justice de Toulon, sous les ordres du procureur de la République, M. Tarabeu, les investigations vont durer plusieurs semaines. Pour le procureur, ce dossier doit être géré avec la plus grande fermeté. Cette agression d'un policier, qui est une affaire grave, c'est quelque chose qui est régulier et sur lequel on est, comme je l'indiquais, attentif et on est vigilant à apporter la meilleure réponse. La culpabilité de l'homme identifié par Greg sera finalement établie. À l'issue de son procès, il sera condamné à 2 ans de prison ferme. À quelques centaines de mètres du tribunal, dans le centre-ville, tout semble paisible. Comme tous les matins, de nombreux retraités remplissent leurs paniers au marché Lafayette. Ils ont choisi Toulon pour sa douceur de vivre. Pourtant, certains ne se sentent pas en sécurité dans leur vie. Moi, je ne sors jamais le soir, sauf si on me ramène en voiture. Le soir, on sort pas. Ça, le soir, on sort. On fait attention. Là, je rentre des États-Unis, je me suis promenée en toute liberté. Et ici, non, c'est pas vrai. Oui. Et aussi bien, on vous arrache votre collier, c'est ce que j'entends. Moi, on m'a arraché mon sac il n'y a pas très longtemps au Mourillon. Enfin bon, voilà. Ils vont plus vite que nous, c'est tout. Moi, j'ai 85 ans, je n'ai pas la prestesse que j'avais quand j'avais 20. Lorsqu'une agression de ce type se produit, l'alerte est immédiatement donnée au commissariat central. Il vient d'avoir un vol de sac, la commissaire personnelle de 83 ans, par un jeune de 15-16 ans, donc il serait parti à pied. Pour Brian et Samy, une chasse à l'homme commence. Mais les hommes de la BAC ne disposent que de très peu d'indices. 83, on est sur place au contact de la victime. Donc là, c'est une petite mamie qui vient de se faire piquer son sac dans le quartier, là. C'est bon. Elle vient de se faire piquer son sac dans le quartier. Et apparemment, un petit jeune de 15 ans qui a pris la fuite en direction d'une cité très connue là, dans le secteur. Petit de taille habillé tout en noir, on n'a que ça pour l'instant. Avec si peu d'éléments, les policiers doivent une fois de plus s'en remettre à la chance. Ils n'ont pas d'autre choix que de contrôler systématiquement tous les individus qui correspondent au signalement. Vous arrivez d'où là? Je reviens du Pont du Las. D'accord. Vous avez rien de particulier sur vous? Non, vous Ah, bougez pas. On est là, ça. Comme toujours dans les affaires de vol à l'arraché, Brian et Samy savent que plus les minutes défilent, plus les chances de retrouver les auteurs s'amenuisent. À Toulon, plus de 600 agressions de ce type ont lieu chaque année.
Après plusieurs coups dans l'eau, Brian et Samy repèrent à un arrêt de bus un jeune qui lui aussi correspond au signalement. Ouais, ça se contrôle, ça. Quand tu recules, tu me présentes une pièce d'identité? Il semble un peu nerveux, alors Brian va tenter un coup de bluff. Est-ce que tu sais pourquoi on te contrôle? Pour sûr? Non. Mais pourquoi? Je sais pas pourquoi, moi. Moi, je sais. Comme la loi les y autorise, Brian et Samy ramènent le jeune suspect au commissariat pour le confronter à la victime. Allez, viens. Toi, t'es en panique comme ça? Je sais pas. Tout transpirant et en panique? Tout transpirer, c'est normal. Je suis là. J'attends le bus pour rentrer, je vois enfin, comme ça. Vu comment t'es en panique, c'est bizarre quand même. J'ai pas l'habitude de me faire contrôler. Ah bon? J'ai voulu tout savoir, oui. Donc t'es pas connu service de police? Pas connu service de police. D'accord. TN 83 de Bac Bravo. On ramène un individu qui correspond formellement au signalement du vol de sac là. Mais au commissariat central, le suspect ne va rien avouer et reste calme face aux questions des policiers. Oh, je sais pas. Qu'est-ce que vous faisiez à Cancale? J'ai eu des amis, je le au café. Je savais tous les collègues de travail. D'accord. Quel bus vous avez pris ou quelle voiture? J'ai pris le 1. Le 1. Première fois que je me fais contrôler, ça fait 2 ans que je suis ici. J'ai jamais arraché un sac, j'ai jamais vendu une barre de ma vie. Toujours travaillé. Ça fait 2 ans que je travaille. À l'autre bout du couloir, la victime est elle aussi entendue. Elle a 83 ans. Son agresseur a l'âge de ses petits-enfants. Je sortais de chez moi. Et il y avait des petits jeunes qui essayaient d'enjamber le jardin à côté du mien. Alors j'ai dit, qu'est-ce que vous faites? Parce qu'on me l'a déjà fait, ça, moi, mais chez moi. Alors ils m'ont dit, ben, on a lancé notre ballon dans le jardin et on voudrait le récupérer. Mais je dis, attendez, je vais appeler la personne. Et je suis allé appeler la dame. Moi, je pense qu'il y en a un qui m'a suivi. J'ai senti un choc. J'ai senti un choc dans le dos. Puis j'ai lâché le sac. Encore remuée par la violence des faits, la grand-mère se souvient néanmoins du visage de son agresseur. Et elle ne va pas reconnaître l'adolescent arrêté par Brian et Samy. 30 minutes après son arrivée au commissariat, il est donc relâché. Sur lui, il n'y a rien, donc voilà, pas de suite, sans suite. Donc pour l'instant, on a pris son identité, on a fait un compte rendu au PJ, et puis on verra les comptes rendus de l'enquête plus tard. Ça continue, c'est reparti. Le vol à l'arraché a eu lieu il y a maintenant 3 heures, largement assez pour permettre aux délinquants de disparaître dans la nature. Mais alors que Brian et Régis reprennent leur patrouille, un appel du central relance l'affaire. 2 mecs, un en noir, un en bleu marine. C'est les voleurs de sacs. Ouais. Eh ben, ils sont venus récupérer le sac à l'instant. Ils l'avaient caché, ils viennent de le récupérer en scooter. Un proche de la vieille dame a repéré 2 individus qui rôdaient en scooter aux abords du lieu du vol. Lui-même en moto, il les a pris en filature et prévenu la police. Le conducteur du scooter a déposé son passager en ville puis aurait regagné un foyer éducatif. Brian, Régis et Samy s'y rendent en urgence. Sur place, leur précieux informateur donne le signalement du suspect. Et le scooter, moi je l'ai pisté. Le scooter, il est garé là. C'est un petit jeune qui a un t-shirt blanc, rouquin. Grâce à ce conducteur de moto reconverti en détective amateur, les hommes de la BAC retrouvent très vite la chambre du présumé complice. Rouquin, je l'embrasse. Bonjour, ça va, c'est lui qui est venu avec le scooter là. T'es avec qui sur le scooter? Tout seul? Non, t'étais avec. Non, j'étais tout seul. T'es à 2. J'étais tout seul. T'es à 2. Régis l'isole pour le faire parler, pour qu'il dénonce l'autre individu. Pas franchement coopératif, le suspect affirme n'avoir fait que le taxi. Je viens de le connaître, mais aujourd'hui. Tu viens de le connaître aujourd'hui, il t'a dit pourquoi il t'a demandé de l'amener à tel endroit. Parce qu'il a arraché le sac d'une mamie de 83 ans aujourd'hui. Elle est traumatisée, la petite mamie, hein? Eh ouais, mais moi j'y suis pour rien, c'est pas moi qui l'ai. Oui, mais toi, tu fournis le moyen pour aller récupérer le produit du vol. Les policiers ne trouveront aucun indice dans le scooter de l'adolescent. Il ne dira rien de plus sur son complice. Rien d'étonnant pour Régis, qui est habitué à ce genre de comportement. Ah non, c'est courant. Les jeunes, voilà, ils veulent pas parler de peur d'avoir des représailles de la part de leurs complices ou de la famille de leurs complices.
Ben, ils vont craindre déjà pour eux. Ils peuvent se faire choper par 4 ou 5 individus et se faire casser la figure, on va dire, dans le meilleur des cas. Et pour des affaires un peu plus importantes, comme il se passe à Marseille ou quoi, ben, te faire flinguer, quoi. Donc on va dire que c'est la loi de l'Omerta. Et Toulon, on va dire que c'est un grand village et tout le monde se connaît. Donc à partir du moment où tu balances, tu vas passer pour une balance devant tout le monde. Heureusement pour les policiers, le témoin qui a suivi le scooter après le vol Bonjour, pouvez nous ouvrir s'il vous plaît? A vu l'adolescent déposer son compère au pied de cette résidence. Donc là, on a récupéré un des jeunes, il faut qu'on arrive à récupérer l'auteur du vol. Celui-là, c'est pas lui qui a volé le sac? Non, c'est lui qui est allé, on lui a proposé a priori 10 € pour récupérer le sac. S'il y avait un peu plus d'argent dedans, mais a priori, il n'y avait rien dans le sac. En cachant le sac immédiatement après l'avoir volé, ça lui permet de se balader dans la rue sans pouvoir se faire interpeller pour un vol de sac, puisqu'il n'a rien sur lui et puis la description était assez vague. Selon des voisins, un jeune serait rentré précipitamment chez lui. C'est la police, tu viens là s'il te plaît. Dans l'appartement, Régis et Brian tombent sur une vieille connaissance, un individu condamné récemment pour trafic de stupéfiants. Il porte encore un bracelet électronique. Âgé d'une vingtaine d'années, il ne correspond pas au signalement, contrairement à son petit frère. Y'a qui? Y'a le petit frère là? Vas-y, viens là. Régis et Brian tentent un coup de poker. Ils appellent la police judiciaire pour réaliser une perquisition. Les policiers entament la fouille. Dans les placards de l'adolescent, un jogging noir qui correspond à celui que portait le voleur. C'est pas mes amis, ça c'est mon petit frère. Ça me va pas, c'est du M. Et alors? Je mets du S. Mais très vite, Brian repère également un sac à main déchiré qui ressemble à celui de la vieille dame. Un indice suffisant pour emmener le jeune suspect au commissariat. Vous avez récupéré le sac? Oui. Sa mère a déjà vécu une situation similaire avec son aîné. Elle craque et ne peut retenir les gifles. C'est pas moi. C'est pas moi, j'ai une tête à voler, moi. J'ai une tête. Ferme-la, petit couillon, ferme-la. Non. Je vole, moi, je vole, moi, je suis Tais-toi. Il est placé en garde à vue, madame. C'est fini, là. Vous n'avez pas le droit de... De l'entrée, l'aîné glisse à son frère un conseil de professionnel. On va plus jamais. Ne rien dire, ne pas collaborer. Une stratégie que le jeune suspect va appliquer à la lettre. Dans l'escalier, il simule une chute, provoquant immédiatement une réaction violente de toute la famille. Brian ignore les cris. Selon lui, la famille chercherait surtout à renverser la situation pour créer une faille dans le dossier d'accusation. Ah oui, là c'est du cinéma, comme ils savent que le gamin il a volé. Du coup, ben, ils font la crise d'hystérie, comme si on l'avait battu et frappé, etc. Arrête un peu. Ouais, mytho. Pourquoi tu l'as pas dit pour le sac alors? C'est pas moi. Dans la voiture, le jeune suspect semble aller beaucoup mieux et garde le silence. Pour Brian, ce type de comportement n'est pas surprenant, étant donné le profil de la famille du voleur présumé. Oui, enfin, son grand frère est connu pour trafic de stupéfiants. Donc il se passe un peu le flambeau, hein, comme dans toutes les familles où les grands frères sont délinquants. En général, ils lui demandent de nier, même si on a des preuves irréfutables comme quoi c'est bien l'auteur, là pour ce cas-là, du vol de sac. Il lui demande de nier les faits. En plus, comme il est mineur, voilà, mais bon, c'est tout le temps comme ça. De toute façon, en général, dans ces familles-là, la police, on n'est pas les bienvenus. Et puis, pour eux, on n'est pas des mecs sympas, quoi. Donc, Ça vous agace? Ça nous agace, mais c'est comme ça. Voilà. Après, dans toutes les cités, on connaît quasiment tous les jeunes. C'est pas une assez grande ville pour... on connaît quasiment tous les délinquants, quoi. Voilà. Mais loin de son grand frère, le jeune suspect a perdu son aplomb et fond en larmes devant Régis. Calme-toi. On s'arrête. Des larmes qui ne serviront pas à grand-chose
si le sac trouvé chez lui est bien celui de la victime. Est-ce que vous reconnaissez le sac? Oui. C'est votre sac? D'accord. Oui, c'est lui, je l'ai décrit comme ça. Hein. J'ai encore. C'est tellement facile de s'attaquer à une grand-mère. Elles sont, les petites mamies ne font pas attention. Souvent, elles vont retirer beaucoup d'espèces. C'est les anciens, hein, ils ont l'habitude d'avoir beaucoup d'argent à la maison. On ne sait jamais si les banques font faillite. La mamie, on va dire qu'elle s'en sort bien. Hein. A priori, elle a bien été choquée, mais elle n'a pas été blessée. Parce que dans ces cas-là, quand elles se font arracher, souvent, si elles retiennent un peu le sac qu'elles tombent, ça peut finir par des fractures ou même des décès. Donc, on va dire que la mamie, elle s'en sort très bien. Le mineur qui a commis le vol sera mis en examen et convoqué devant le juge pour enfants. Son complice de 19 ans, le conducteur du scooter, attend lui aussi toujours son jugement. À Toulon, en 2013, les vols avec violence ont légèrement diminué, mais ils font encore presque 2 victimes chaque jour en moyenne. Alors les policiers maintiennent leur effort, d'autant plus que les personnes âgées ne sont plus les seules cibles privilégiées. Dans les rues de la ville, les ados sont de plus en plus nombreux à arborer des gadgets high-tech, hors de prix. En 2013, plus de 300 téléphones ont ainsi été volés à Toulon. Pour les voleurs à l'arraché, la tentation est partout, notamment aux abords des collèges ou à peine sortis des cours. Les adolescents sont des cibles faciles. Par derrière, ils nous font des menaces. Par exemple, on est tranquille en train de marcher, mais eux, ils viennent comme des racailles. Ils nous frappent. Moi, j'en connais un, il s'est fait voler son téléphone. Moi, hier, il y a une fille qui s'est fait voler son iPad au collège. Moi, ma mère, elle veut pas que j'amène mon téléphone à l'école parce qu'elle croit que je vais me le faire voler. Il y a plein de bagarres. Il y a des vols. La dernière fois, il y a une fille, elle s'est fait agresser dans le parc devant son chien. Quand je rentre, quand je fais la route, j'ai la boule au ventre. Je suis pressée de rentrer chez moi parce que j'ai peur qu'il y a quelqu'un qui me suit ou qui va me faire quelque chose. Au commissariat central, un collégien de 14 ans vient justement d'arriver. Il a été agressé par 2 adolescents qui lui ont violemment arraché son portable il y a 20 minutes. Je sortais du collège. Je devais sortir à 4h30, mais comme des profs n'étaient pas là, j'ai juste pu voir un peu leurs habits. Dans un premier temps, ils t'ont demandé l'heure, oui. C'est ça? Et un peu plus tard... Et par la suite, l'un des deux m'a saisi. Ouais, par la nuque. Donc ils t'ont étranglé. Tu t'es étranglé ou pas? Comme ça. C'est ça. Un récit difficilement soutenable pour sa mère, qui préfère s'isoler. Alors j'essaie de pas trop le montrer, mais là, les paroles qu'il dit, ça me fait mal. Savoir qu'il a été agressé, qu'on l'a pris, qu'on l'a tiraillé, qu'on l'a jeté par terre. Donc c'est vrai que ça me fait peur, ça me fait peur, ça me fait peur. Je pensais que moi, ça se passerait jamais. Je savais pas que les gens, ils étaient comme ça. L'agression a eu lieu dans l'ouest de Toulon, où sont concentrés de nombreux quartiers difficiles, notamment 3 cités, le Jonquet, la Florane et Pontcarral. C'est dans cette zone qu'interviennent tous les jours les policiers de la BST, la brigade spécialisée de terrain. Pierre, major, et 22 ans de police, dirige cette unité. Oh, ça va? Bah ouais. Salut. C'est Pierre qui est chargé de retrouver les individus qui ont agressé le collégien pour lui voler son portable. Il connaît par cœur ce secteur, où collège et zone à risque sont très proches. Vous avez donc le quartier de Pontcarral qui se trouve ici, le quartier de Pontcarral, le collège de la Marquisane, le collège du Pin d'Alep, qui se trouve donc à mi-chemin. Vous avez la Florane, le Jonquet qui est un petit peu plus haut. Et la spécificité, c'est que vous n'avez pas une énorme cité, à l'ouest, tout en haut de la ville, regroupée. C'est vraiment plusieurs quartiers étalés sur l'ensemble de l'ouest toulonnais, quoi. Dans d'autres villes, vous avez des quartiers importants regroupés sur le même secteur. Marseille avec les quartiers nord, par exemple. C'est vrai qu'ici, à Toulon, c'est plus des quartiers taille réduite, mais vous en avez plusieurs. Pour tenter d'arrêter les voleurs, Pierre et ses collègues vont devoir intervenir au cœur de cette zone sensible. Ils savent qu'ils risquent d'être pris à partie. C'est pourquoi ils sont équipés en conséquence. Pour Pierre, ce vol est malheureusement d'une terrible banalité. Souvent des jeunes isolés qui sortent du collège ou qui se retrouvent face à des gars de cité et qui en profitent.
Malheureusement, c'est souvent des gamins de 13 ans, 14 ans, hein, des jeunes, hein, vraiment, et puis qui subissent un sacré traumatisme, quoi, hein, parce qu'ils sont pris, ils sont pris à partie par 2 ou 3 gars, frappés souvent. Ils ont dans les mains des téléphones à 600 €, 700 € à la revente, qui forcément font le bonheur de certains délinquants, quoi. Des délinquants souvent mineurs, mais capables d'une extrême violence pour arracher leur précieux butin. Il a 14 ans, pris à coups de pied et tout. Ça, c'est terrible. Ils sont sans pitié. Si jamais ils résistent de trop, ils sont capables de le laisser KO par terre, quoi. Dans le secteur du Jonquet, donc on va aller tourner parce qu'on a un signalement quand même correct, on sait jamais. Voilà. Pierre connaît bien les jeunes délinquants du Jonquet. La plupart seraient plutôt casaniers. Allez, c'est parti, on va essayer de trouver ces 2 gars, là. Les policiers de la BST pensent que les agresseurs habitent près du collège où ils ont commis le vol. L'un d'eux porte un bob blanc et un pull bleu. Après une ronde rapide dans la cité, les policiers repèrent un jeune correspondant au signalement. Et ça va partir. Pierre décide de l'interpeller sur le champ. Mais dans le hall, plus de traces du suspect. Il a fui pendant que les policiers étaient occupés avec les jeunes restés sur place. Il faut que je vois avec la BAC là, pour faire une tenaille, pour essayer de les recontrôler dans un type... On les laisse revenir se réinstaller. Et... Dans ce quartier, tous les bâtiments communiquent entre eux par des coursives. Je vais te montrer par où ils se barrent en fait. Là, tu vois, donc à droite, t'as une porte. Voilà, ils sortent là, ils rentrent en face après. On va aller jeter un œil ? Vas-y. Pierre et son équipe ne laissent rien au hasard. Ils vont vérifier le premier immeuble voisin. Hop, on va vérifier un coup de main. Hop, et d'un. Mais là, tu mets tes mains sur le mur, sans la main. Et coup de chance, il tombe nez à nez avec le suspect qui n'a même pas pris la peine de se cacher. Ah ? Est-ce qu'il a couru ? À leur sortie, Pierre et ses collègues sont pris à partie. Des projectiles fusent. Ils savent qu'ici, la situation peut basculer très vite. Les policiers quittent les lieux. On n'est pas les bienvenus, quoi. Ça nous arrive de nous faire caillasser par période, mais ça dure rarement. Le suspect a à peine 17 ans, mais déjà beaucoup d'assurance. Et visiblement, une très bonne connaissance du code pénal. Si jamais on a quelque chose à te reprocher et que tu es placé en garde à vue, est-ce que tu veux voir un médecin? Je voudrais un médecin, et surtout que vous appelez mon avocat. D'accord, on appellera également ton avocat. Est-ce que tu voudras qu'on prévienne quelqu'un de ta famille? Une personne de ma famille. Allô? T'as déjà fait la garde à vue? Pour quel motif? Menace. Menace. Condamné pour menace? Menace. On va faire des belles menaces. Au commissariat central, le jeune suspect va être entendu par un officier de police judiciaire. En attendant, il garde le silence. Pour Pierre, cette attitude est très suspecte. Je te trouve bien serein. Tu te poses pas de questions de ce que tu fais là. Si tu me dis que t'as pas fait de bêtises, rien, on pourrait s'attendre à ce que tu me poses 1 million de questions, que tu sois... on n'a pas pour habitude de ramener les gens comme ça pour le plaisir. Enfin, une petite visite du commissariat, gratuite. L'adolescent continue son discours bien rodé. Il dit n'avoir rien à se reprocher. Mais sur lui, les policiers trouvent 2 barrettes de cannabis. On n'était pas là pour ça au départ. On n'est pas venu pour rien. Pierre est convaincu qu'il est surtout l'auteur de l'agression du collégien. Il organise donc ce que les policiers appellent un tapissage. La victime est emmenée derrière une vitre sans teint pour tenter d'identifier son agresseur. Voilà. Je sais pas si tu le vois bien, attends, je vais te faire se retourner. Voilà. Est-ce que c'est lui ou pas? Si tu... T'es pas certain? Je suis pas sûr. T'es pas sûr? Ça ressemble à ça en tout cas ou... La veste ressemble à ça déjà, mais... Ouais. Et c'est pas lui, tu dis maman c'est pas lui. Maintenant si t'as un doute, tu... Le visage, ça me dit quelque chose un peu. Mais les cheveux, non. Ouais. L'adolescent hésite. Souvent, par crainte des représailles, les victimes renoncent à dénoncer leur agresseur. Pierre tente de le rassurer. Parce que j'ai l'impression que tu as très peur. Donc si c'est de la peur qui te fait... Si tu dis c'est lui, mais j'ai la trouille, tu ne le verras jamais, tu n'auras jamais affaire à lui, ça je te le garantis. Voilà. Je suis pas sûr.
T'es pas sûr? Ça va. Ok, pas de souci. On y va? Allez, vas-y. La victime a un doute trop important pour pouvoir aller plus loin. Bon, le problème, c'est que on voit qu'il est encore en état de choc, en même temps, il a peur. Donc voilà. Ce que je craignais un peu, c'est que la peur le fasse reculer. Bon, c'est sûr que c'est frustrant, oui, parce que ça me laisse un fort doute quand même, mais voilà, ça suffit pas. Le voleur présumé a compris qu'il était soupçonné d'être l'auteur d'une agression. Mais il a aussi compris que les policiers n'avaient aucune preuve contre lui. Toujours plein d'assurance, il va tenter de retourner la situation. Monsieur, vous êtes sûr? Pas vous êtes sûr? Eh ben oui, mais... Vous mettre ça sur le dos, vous savez pas que j'ai à mettre ça sur le dos. Alors écoute... Pour le mettre 2 barrettes, j'ai pris un bain au Rothschild, je casse un rateur. Je les invente, vous me dites, je sais pas quoi. Bon écoute, tu sais quoi, on va arrêter de discuter. Je n'invente pas les barrettes de shit, donc stop. Moi, je veux moins d'avocat. Oh écoute, c'est bon, hein? La morale, ça suffit maintenant. Sans le témoignage de la victime, les policiers de la BST sont contraints de libérer le suspect. Ils n'ont pas réussi à me reprocher une affaire, ils ont voulu me reprocher une autre affaire. En fin de compte, ils ont réussi à me reprocher rien du tout. Je suis sorti avec une convocation. Cette fois-ci, Pierre a dû se contenter de verbaliser l'adolescent pour détention de stupéfiants. Mais pas le temps de s'apitoyer. Pierre et son équipe repartent en patrouille dans les cités de Toulon. Quelques semaines plus tard, les beaux jours sont de retour. Sur le port, les terrasses s'animent doucement. Mais au commissariat central, c'est déjà l'effervescence. Toutes les unités sont en alerte. Comme chaque année à Toulon, les vols et les rixes augmentent avec la température. Sans oublier les agressions commises parfois pour des raisons futiles par certains habitants un peu trop sanguins. Brian et Régis partent en mission. Ce matin, ils font équipe avec Samy. À peine sorti du commissariat, un appel d'urgence retentit. Survêt noir, bande orange. Retranché dans l'immeuble rue de la Défense. Il y a un équipage de l'APS sur place. Oui, c'est en face. Ouais, c'est bien sûr. Un jeune homme aurait agressé une adolescente avec un couteau. Les policiers traversent la ville au plus vite. À Toulon, comme dans toutes les villes du Sud, il y a le sang chaud, donc ça peut vite dégénérer, puis ça peut finir par un homicide. Donc voilà, donc on prend toutes les affaires au sérieux. Il faut quand même intervenir rapidement. Sur place, la police municipale attend Régis et Samy pour pénétrer dans l'appartement. J'en sais rien, mais la porte était ouverte. Le jeune homme armé est peut-être caché dans l'une des pièces. La police, il y a quelqu'un? Ouais. Tiens. Allez, attention. Il ressemble à quoi? Nord-africain, cheveux blancs, il est teinté, un jogging noir avec des rayures jaunes, orange Adidas et un t-shirt clair. Dans la cuisine, une fenêtre ouverte donne sur les toits de la résidence. Un point de fuite idéal. Non, là à gauche, il n'y a rien de fermé. Et à droite, c'est compliqué, tu peux pas partir à droite. Là-bas au fond, regarde, rien à prendre. Là en bas, ça s'est fermé, ça a pas bougé ça. On va pas localement, mais... Vous avez pas vu un individu sauter sur les toits là? Non. D'accord, merci. Cette résidente dit n'avoir vu personne. L'espace est en effet parfaitement calme. L'agresseur semble s'être volatilisé. L'appartement, la porte est ouverte, donc on a regardé à l'intérieur, il n'y a personne. T'as les fenêtres extérieures, pareil, on a fait une vérification sur les toits là où il pouvait prendre la fuite, bon, on n'a rien. Reste le haut de l'immeuble à vérifier. Dans la panique, l'agresseur a peut-être fui dans les étages. Et au troisième, une porte est entrouverte. Bonjour, c'est Régis. Il y a personne qui est rentré chez vous? Non. Bon, ok, merci. Fausse alerte. Régis continue la fouille. Au rez-de-chaussée, la victime est encore sur place. Mineure, elle était avec ses copines de collège et parlait avec un jeune garçon au moment où l'agresseur a surgi.
Moi, je suis son ex. Il m'a pas agressé moi, il a agressé le jeune en fait. Parce que Chili m'a fait comme ça, mais il m'a pas touché. Il a dit, le jeune il a dit on lève pas la main sur les filles. Et en fait, après il est parti et il est revenu avec un couteau comme ça. Mais c'est bien un couteau long comme ça, ouais. Des trucs de pain. Quoi comme couteau? Un couteau à pain? Avec les grands dedans? Oui. D'accord, on va aller voir. Il s'agirait d'une histoire de cœur. L'agresseur est l'ex-fiancé de la victime. Il habiterait au rez-de-chaussée, chez la femme qui affirmait n'avoir vu personne. En entrant dans l'appartement, Régis tombe tout de suite sur le suspect. Vous inquiétez pas. Tu avais quelque chose avec toi ou pas? Non, j'ai ton téléphone. T'avais fait un couteau? Non. Le couteau il est où? Celui-là qui vient tout à l'heure. Oh, celui que t'avais le couteau que t'avais tout à l'heure. J'ai pas planté personne. Après son coup de sang, le Roméo est simplement rentré chez sa mère. Face aux policiers, il reconnaît les faits, mais nie avoir brandi un couteau. Il affirme avoir menacé son ex-fiancée avec un morceau de bois. Qu'est-ce qu'il y a avec personne? Heureusement, j'avais juste une cale. Ouais. Donc c'est la cale du frigo? Elle est où la cale? Elle est où? Je sais pas, je l'ai jetée. Mais tu l'as jetée où? Je sais plus, j'ai couru, je sais plus, monsieur. C'est ça? Voilà. Je l'ai débarrassé, il l'a mis sur le haut. Mère et fils se moqueraient-ils des policiers? Régis est bien décidé à remettre le jeune homme à sa place. J'ai du mal avec lui, hein. Ah, je vois. Je vois. Il est pas facile de répondre, hein. Je pas compris qu'est-ce que Une santé supérieure. Oui, monsieur. J'ai pas compris, c'est quoi? Une santé supérieure. On se sent supérieur? Non, je me sens pas supérieur, je fais mon travail, c'est tout. Pourquoi vous me tenez comme ça, là? Parce que je te tiens comme ça. Je suis pas les chiens. Si t'étais un chien, tu seras à quatre pattes, t'as pas quatre pattes là encore. On menotte pas les chiens. T'as quel âge? 24 et tout. 24 ans. Mais c'est certain que tu réfléchisses un petit peu, non? Tu travailles un peu, non? Ah bah c'est sûr qu'en allant menacer les gens, tu trouveras pas du boulot. Le jeune homme doit être emmené au commissariat. Mais pour l'équipe de la BAC, reste encore à retrouver l'arme. Pour le faire parler, Samy va user de la méthode douce. Il était où le couteau? Il est où? Réellement, entre nous. Ça sert à rien de dire ouais, je sais pas, ici et ça. Oui, mais il est où? Dans la cuisine? Ouais, d'accord, tu l'as mis où? C'est pas grave, hein, petit, moyen, grand, c'est pas grave. D'accord. La méthode paye. Le jeune reconnaît à demi-mot qu'il a bien utilisé un couteau. Pour couper la viande, c'est soit celui-là. J'en ai aucune idée. Sans surprise, comme dans toutes les cuisines du monde, les couteaux débordent des tiroirs. Jeune fille, viens avec moi. Seule la victime peut identifier le bon. Mais dans le hall de l'immeuble, en raison de ses liens passés avec l'agresseur, elle se tétanise. Je peux pas. Je peux pas. Parce que c'est mon ancienne belle-mère. Mais face à l'arme, elle va vite recouvrer ses esprits. C'est mieux, Madame, c'est bon, je vous remercie. Merci. Au revoir. Au revoir, monsieur. Folie, plus que ça? Non, bah, a priori, son fils, il fait que des bêtises, hein, donc... tu vois, tout à l'heure, on a demandé s'il y avait quelqu'un qui était rentré. Non, il n'y a personne. Bah ouais, protège un peu son fils, ce qui est un peu normal. Mais bon, voilà, et après, tu vois, une des victimes reconnaît le couteau que l'individu a utilisé. Il nous a dit qu'il avait bien caché dans le tiroir. Mais bon, les parents, ils sont pas affolés plus que ça. Pourtant, leur fils n'en est pas à son premier écart. Déjà arrêté pour port illégal d'armes blanches, il serait également coutumier de violentes crises de jalousie. Il avait déjà été violent, du coup, ou pas? Ouais. Mais violent comment? À me taper. Enfin, pas fort, mais il me levait la main dessus. Il supporte pas le fait que je parle avec des autres mecs et voilà. Elle est jaloux. Il est très nerveux. T'as eu peur de lui, hein? Ouais. Mais là, je suis choquée, là, même si c'était pas envers moi, c'est quand même... Les policiers de la BAC conduisent les victimes au commissariat central pour enregistrer leur plainte. Quant à l'amoureux jaloux, Brian est parvenu à le mettre en confiance pour l'amener à se confier. C'est quoi l'histoire là? Par rapport à mon ex. Parce qu'elle m'a énervé, elle m'a fait monter les nerfs. Ouais. Moi je crois que je pétais un plomb, du coup je suis venue.
Je l'ai parlé et tout. Il y avait le mec sur le banc avec sa copine. Tu vois, il commençait à parler avec sa copine et tout. Moi, je traque mon ex comme ça, je fais vas-y, viens, comme ça, par le coup. Et le mec, il dit quoi? Il me dit, ouais, tu l'as frappé, je sais pas quoi, nanana. J'ai rien dit. Le mec, il a essayé de parler, continue de parler. Je suis parti chez moi, je suis revenu avec un couteau. Si t'avais une arme à la place, tu prenais une arme, quoi. Ma foi. On règle pas un différend de couple d'ex avec un couteau, non? Il faut passer à autre chose. Et des femmes, il y en a plein sur Terre, non? Il y a plus de femmes que d'hommes. Je sais, moi aussi, je m'en fous. J'ai plein de filles, je m'en fous, pas de soucis. Ta finalité, là, t'en regardes à vue, quoi. Le récit ne suffira pas à attendrir Brian. Le jeune homme sera convoqué chez le procureur. Il encourt jusqu'à 3 ans de prison pour menace avec arme. Régis, Brian et Samy reprennent leur patrouille dans le centre de Toulon. Avec leurs collègues de police secours et de la BST, ils quadrillent sans relâche les artères de la ville. En 2013, ces 3 unités ont mené plus de 16 000 interventions et interpellé presque 5 000 individus dans la capitale du Var.